Notre PA28, le Charlie Hotel. Donc voici une présentation du tableau de bord. Alors de manière classique, ici les 6 instruments, l'anémomètre ici qui est gradué en nœuds à l'intérieur et en MPH autour. On voit que 70 nœuds correspondent à 80 MPH. Les vitesses a priori sont données en nœuds, donc c'est la petite échelle qui est à l'intérieur. L'horizon, l'altimètre, le variomètre, le directionnel et ici l'indicateur de virage. À ça on peut ajouter 2 VOR ici, ou un VOR et un ILS, donc l'ILS est en haut. Et si on recule un petit peu, on va voir qu'il y a d'autres choses. Donc toutes les radios se situent sur la partie droite, radio, instrument de radionavigation, transpondeur. Ensuite, dans ce bloc qui se situe au niveau de la main droite pour le pilote, donc les commandes qu'on touche en vol. Alors ça va être l'allumage de la pompe, des phares, ici la position de la mixture, la manette des gaz, la réchauffe. Je reviendrai un peu dessus après. Ici les contrôles des systèmes, la température d'huile, l'alternateur, la pression d'essence, etc. Ici des contrôles correspondant au moteur qui sont donc sur la partie basse du tableau de bord. Ça commence ici, ici il y en a 2 autres. Et enfin, il y en a un qui est caché en haut dans le tableau de bord. Et enfin, une partie qui concerne le pilote automatique. Et un petit peu plus bas au niveau des pieds. Donc on a des freins qui sont ici au bout des palonniers. Ou alors on a une commande de frein de parc qui est ici, au niveau de la main droite. Et la commande des volets qui est ici en dessous. En truc un petit peu caché, on a ici le trim de l'avion. Voilà, avec la roue qui se situe ici, ou qu'on peut commander aussi à partir du manche là, une petite commande électrique qu'on pousse vers le haut et vers le bas, donc pour trimer à piquer vers le bas et à cabrer vers le haut. Donc maintenant je vais faire une petite description un petit peu plus approfondie de tous ces systèmes. Alors au niveau du T classique, un des 6 instruments, je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que donc ici on a une échelle en nœud et ici une échelle en MPH. Les MPH étant plus faciles à lire, c'est un petit peu dommage parce que finalement c'est les nœuds qu'on va beaucoup utiliser par rapport aux checklists et aux manuels de vol. Voilà, pas grand chose à dire de plus, mis à part qu'ici il y a un bouton de réglage qui permet par exemple s'il fait plus 20 degrés à 2000 pieds. Donc on tourne ce bouton, je vais essayer de faire la mise au point. Ici en haut on a la température en noir là, donc plus et moins. Donc là le côté négatif est à droite, le côté positif à gauche. Donc 20 degrés c'est juste ici. Donc je règle le 2000 pieds sur 20 degrés et je me rends compte que la vitesse propre ne sera pas de 120 nœuds. Si l'aiguille était par exemple dans cette position verticale, ne sera pas de 120 nœuds mais de 125 nœuds. Voilà, ça permet de faire la correction sans avoir à faire le calcul. L'horizon, rien de particulier, mis à part qu'on n'a pas d'indication d'assiette, de nombre de degrés d'assiette. Sur l'alti, rien à dire. Le directionnel, qu'est-ce qu'on a à dire sur le directionnel? Essentiellement, le réglage se fait à gauche. Donc là, on règle par rapport au cap du compas. Mais surtout, le bouton de droite ici, quand on l'enfonce, permet de régler le cap choisi sur le pilote automatique. Donc cette espèce de pinule, qui habituellement est rouge, permet ici d'aller voler au cap 260. Voilà. La bille aiguille, rien à dire dessus, fonctionnement très classique. Au niveau des radios, donc nous avons ici 2 radios, 2 naves, un DME. Alors, première radio ici. À gauche, la radio qui s'appelle COM1, donc c'est marqué ici, si on ne se souvient pas de à quoi ça correspond. COM, ici il y a une deuxième radio. Ici il y a le premier instrument de navigation qui correspond à ce VOR là, ou l'ILS. Le deuxième est ici, il a un format un petit peu différent, il est un petit peu plus long que le premier, donc correspond à celui-ci. Ensuite sur la partie droite on a un DME. Un peu plus bas un transpondeur modeste avec l'immatriculation de l'avion qui est transmise. Et ici le boîtier Safety Plane. En plus de ça, on a des réglages ici, la boîte de mélange qui permet de choisir sa source audio, donc comme 1, comme 2, ou ici. Et ici, un intercom. Alors au niveau des radios, donc, on peut changer la fréquence en tournant ce bouton, donc de 5 en 5, de 50 kHz en 50 kHz. Si on tire dessus, de
25 kHz en 25 kHz. En appuyant sur ce bouton, on échange les deux fréquences de manière très classique. Le volume se règle ici et éventuellement si on a besoin du squelch, il suffit de tirer sur ce petit bouton. Voilà. Donc si je tire sur le petit bouton, voilà. La radio 2, elle fonctionne un petit peu différemment. On sélectionne sa fréquence ici avec des pas de 25 kHz. C'est une radio qui donc permet de communiquer sur la fréquence qui est en haut, qui s'appelle la fréquence use, c'est l'équivalence de la fréquence de gauche, la fréquence use, et la fréquence du bas est en stand-by. Pour les échanger, il faut appuyer sur le petit bouton du bas. Voilà, je passe du sol à je ne sais quelle fréquence là. Le réglage du volume se fait ici et le squelch éventuellement en appuyant là-dessus. Donc si je mets sur la COM 2, je vais monter un peu le son, voilà, si j'appuie là-dessus, j'ai la réception sur 121.8. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des mémoires aussi, donc si j'appuie sur le bouton même, il y a quelques fréquences qui sont préprogrammées, donc 130-47, la nouvelle fréquence de la tisse de Cannes, donc j'appuie sur même. Et je peux sélectionner plusieurs fréquences. Donc 121.8 le sol, ensuite la tour de Cannes, la fréquence info nord de Nice, la fréquence info de Marseille. Ensuite on revient à la fréquence info ouest de Nice et les trois suivantes ne sont pas programmées. Donc par exemple je veux sélectionner la tour de Cannes, donc je prends la fréquence numéro 3, 118.62, j'appuie sur ce bouton, elle devient active et là je peux parler sur la tour de Cannes. Quand j'ai une émission qui est faite, là je reviens sur le sol, quand j'ai émis avec mon petit push to talk ici, eh bien je vais voir un TX qui apparaît, qui indique que j'ai effectué une émission sur la fréquence 121.8. Quand il y a de la réception, par exemple quand le sol parle, ou alors quand j'ai du squelch qui est sur on, il y a un RX qui apparaît, qui veut dire que nous sommes donc en réception. Par exemple si je sélectionnais la fréquence de la tisse, donc je vais appuyer sur même, passer sur la même une, ça c'est la tisse de Cannes, je la sélectionne au-dessus. Donc on entend la tisse qui parle derrière et on est en réception permanente. Une petite astuce sur cette radio est que si je suis en communication par exemple avec Nice Info sur 120.85 et que je vais écouter, là, je reviens de Gap par exemple et je vais écouter la tisse en même temps que je communique sur 120.85. Alors juste avec cette radio on peut le faire, il suffit d'appuyer sur Monitor, ce qui permettra tout en communiquant sur la radio 1, la 120.85, d'avoir une réception en parallèle de 130.47. Alors pas vraiment en parallèle, en réalité là on a une réception, donc plus 2 ça veut dire qu'on écoute les deux, mais que la première fréquence, celle du haut, sera prioritaire. Donc s'il y avait une émission sur 120.85, ça nous couperait la réception de la tisse, et dès la fin de l'émission sur 120.85, on reviendrait à la réception de la tisse. Et d'ailleurs si je fais une émission, on émet sur la première, celle qui est sélectionnée en haut. Il suffit d'appuyer sur Monitor pour arrêter l'écoute de la tisse sur la deuxième, la fréquence qui est en stand-by. Enfin, une dernière chose, ici on a un pas de 25 kHz, donc 475, 500, 525, 550. Si jamais on avait à utiliser les fréquences en 833, il suffirait d'appuyer là-dessus, push step, et on va voir que le petit indicateur ici va passer à 833. Voilà, 833, et maintenant je ne vais pas afficher 130 décimales 0,25 mais 130 décimales 0,05, 130, 0,10. Voilà, on va se retrouver avec plein de fréquences intermédiaires, 833. Donc si jamais un petit peu long de changer les fréquences, c'est rare qu'en aviation, en VFR, on utilise les fréquences en 833 en France en tout cas. Donc il suffit d'appuyer là-dessus et vérifier qu'on est bien en pas 25 kHz pour ne pas être embêté. Voilà pour ce qui est de la radio. Ici, les instruments de navigation, il est marqué NAV ici, NAV 1 et NAV 2, qui correspondent ici à l'écoute, hein, NAV 1 et NAV 2. La fréquence en stand-by se règle ici, et puis s'échange ici, c'est très classique. Sur les deux, c'est le même fonctionnement. Sur la droite, un DME, donc on le met sur fréquence. On sélectionne la fréquence du VOR qu'on veut recevoir, par exemple ici Saint-Tropez. Voilà, et normalement la distance s'affiche ici.
Ici il y a écrit FREC, donc si on met GST, c'est Ground Speed et Time, donc on pousse à droite et là on aurait la distance, la vitesse et le temps pour rejoindre la station, si tant est qu'on s'éloignait ou qu'on s'en rapprochait. RMT c'est Remote, c'est pour utiliser la fréquence du VOR 1 ou du VOR 2. Donc il va aller chercher, par exemple, si je mets ici le VOR NIZ 112.4, quelle que soit la fréquence qui est réglée ici, il irait chercher la distance du VOR qui est sur le nav 1 ou sur le nav 2, la sélection se faisant ici nav 1 ou nav 2. Voilà, bon là je suis dans le hangar, donc effectivement on n'a pas de distance qui s'affiche. Ici le transpondeur mode S, donc a priori on n'a pas à toucher à l'immatriculation. Moi je recommande de mettre Alt en permanence. Donc il y a plusieurs modes, hein. Le mode off c'est pour le couper complètement, standby c'est ce qu'on faisait d'habitude. Ensuite ground c'est un mode sol qui permet d'inhiber les alertes TICAS. On et alt, alors on ne transmet pas l'altitude et alt va transmettre l'altitude en même temps que l'immatriculation de l'avion et que le code mode A. Pour changer le code A du transpondeur, il suffit de tourner ce bouton tout simplement. Donc je tourne ce gros bouton, dès que je tourne d'un clic, voilà, ça me place le curseur sur le premier chiffre que je peux changer. Donc par exemple pour 5401, je vais tourner 2 fois à gauche par exemple. Alors je tourne une fois à droite ou peu importe de quel côté, 2 fois à gauche, voilà, 5, ensuite j'appuie sur entrée pour passer au suivant. 4, donc 4 fois à droite, j'appuie 2 fois sur entrée pour aller sur le 1, voilà, 5401. Et après j'appuie sur entrée à la fin et ça diffuse 5401 auprès du contrôle. Si je veux revenir au code VFR, il suffit d'appuyer sur VFR et ça affiche 7000. Si jamais je voulais revenir à 5401 pour une raison X ou Y, il suffirait de rappuyer là-dessus, il se souvient du dernier code qui a été entré. Si jamais je dois sélectionner 7230, donc ici je sélectionne 7, 2, 3 et 0. Ah zut, j'ai pas mis un 2 là, j'ai mis un 3. Donc j'appuie sur Back et je peux revenir en arrière pour sélectionner le bon code. Et après il suffit d'appuyer sur Entrée jusqu'à ce que le curseur disparaisse. Voilà l'utilisation basique, il y a quelques fonctions ici qui est le flight time, il y a un chronomètre, enfin bon voilà, bref. Ici, continuons un peu, ici sur la droite l'avion était IFR avant, donc il y a un deuxième altimètre qui se situe du côté droit, qui est pratique par exemple si on veut laisser le QNH affiché en permanence quand on fait un vol en montagne, et ici on change le calage selon qu'on a besoin du QNH ou du 1013. On a toujours une référence par rapport au dernier QNH qu'on connaissait. Ici, pour ceux qui font du vol de nuit, on va avoir, enfin pour les autres aussi d'ailleurs, on va avoir la dépression du gyro. Là, dans la check, souvent on le cherche un petit peu sur la gauche du tableau de bord. Non, non, il est tout à fait à droite là-bas. Voilà au niveau de ces instruments. Ensuite, en interrupteur, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Si je me rapproche un petit peu, il y a écrit Nav Light, Dome Light. Donc quand je tourne ce petit bouton, ça fait un clic. Voilà. Dès que j'ai fait le clic, ça allume les feux de nav qui sont rouge, vert et blanc sur les ailes et sur la queue de l'avion. Quand je continue à tourner, j'ai un potard qui me permet ici d'allumer un plafonnier pour avoir un petit peu de lumière la nuit. Voilà. Ici la batterie, on voit que c'est encore un petit peu écrit dessus, donc batterie vers le haut c'est on. Ici l'alternateur. Donc quand on démarre l'avion, on met juste la batterie, on ne met pas l'alternateur tout de suite. L'alternateur, si on pousse l'alternateur, on voit que ça pousse automatiquement le bouton de la batterie. On ne peut pas avoir l'alternateur allumé sans avoir la batterie. Et inversement, on ne peut pas couper la batterie sans couper l'alternateur. Par contre, on peut couper l'alternateur tout seul. Après, on a la pompe, fuel pump. Donc position off. Quand on peut lire off, c'est qu'elle est off. Quand on peut lire on, c'est qu'elle est on, tout simplement. Landing light, ça c'est le phare d'atterrissage qui est devant. Anti-colle, ça c'est le clignotant rouge qui est au-dessus de la queue, donc je le mets sur on aussi. Celui qu'on met rarement sur on, c'est le réchauffage pitot, ici qui est un gros consommateur et qui dans nos contrées plutôt pas trop humides et surtout pas trop froides n'est pas extrêmement utile. Mais bon, s'il y en avait un doute sur l'indication de l'altimètre et surtout du badin, on pourrait mettre pitoïde sur on.
Le dernier rhéostat ici permet d'éclairer le tableau de bord. Voilà. Ce dont on se sert en vol, c'est essentiellement landing light et fuel pump. Dans les commandes, alors j'ai oublié dans les éclairages ici, il y en a un qui n'a pas été mis au même endroit parce que c'était un rajout qui a été fait, une STC. On a ajouté des feux de LED, des strobes à LED en bout d'aile qui sont ici, donc juste un petit peu au-dessus. Normalement, dans toute logique, ça devrait être par là, mais je pense qu'il n'y avait pas la place pour l'installer, donc le bouton est là. Donc en bouton bizarre au niveau électrique, tout est ici, sauf celui-ci, les strobes qui sont un petit peu plus haut à côté des radios, et ici un radio master switch qui permet d'allumer toutes les radios ensemble. C'est pas la peine d'éteindre les radios une par une, transpondeur, tout ça, on baisse juste ce bouton et tout s'éteint ou tout s'allume. Dans les commandes pour le moteur, donc on a ici la manette des gaz, ici la mixture, riche en haut c'est écrit, et lean ça veut dire pauvre en bas, donc quand on coupe le moteur on le met vers le bas. Ici le réchauffage carbu, un petit peu dur à manipuler, il faut tirer un petit peu fort. Donc allumé en bas, donc chaud, de l'air chaud arrive dans le moteur, par exemple à l'atterrissage ou en vente arrière. Et quand on est au décollage, on met cette manette là en avant, on le met sur off ou en croisière. Sur la droite, là, un bouton un petit peu bizarre qui est un blocage de commande, c'est-à-dire que maintenant il est beaucoup plus difficile de manier la manette des gaz et la mixture. Moi je conseille de le mettre vraiment le plus vertical possible, dans la position le plus relâchée. Les commandes sont pas suffisamment lâches pour en avoir besoin. Qu'est-ce qu'on a ici sur le côté gauche? Ah, parlons-en, le primer. Alors, c'est une petite pompe qui est actuellement verrouillée et qui doit être dans 99,999% des cas verrouillée. Comment savoir si elle est verrouillée? On voit écrit Engine Primer et d'autres écritures horizontales, là, la marque du truc. Donc quand ça c'est horizontal et qu'on n'arrive pas à tirer dessus, c'est qu'il est verrouillé. La position déverrouillée, donc c'est une petite goupille qui est ici, une petite baïonnette, qui si je tourne, on voit qu'elle apparaît et qui sert au verrouillage de cette seringue. Donc si je la tire et que je l'actionne, c'est une seringue. Voilà, là j'ai injecté de l'essence directement dans les tubuleurs d'admission des cylindres 2 et 4 je crois. Dans cette position là, elle est aussi verrouillée car la petite baïonnette ne pourra pas ressortir, elle ne peut sortir que par ce petit trou là. Mais si je tourne le bouton, au bout d'un moment ça fait un petit clic. Voilà, le petit clic, elle revient un peu en arrière et elle se bloque dans ce compartiment, dans un petit compartiment creusé à l'arrière. Il y a le même compartiment ici en position verticale, voilà ici. Voilà, on voit qu'elle recule un petit peu. Donc moi je conseille d'utiliser celui qui est en position horizontale, ce qui permet de détecter le verrouillage du primeur par les écritures lisibles par le pilote. Très important qu'elle ne soit pas déverrouillée, ni même comme ça, parce que ça conduit à des ratatouilles du moteur, une surconsommation, voire même un arrêt du moteur assez rapide. Et ça fait partie de la check en cas de panne. Ensuite, dans les contrôles des instruments moteurs, donc ici les deux réservoirs, réservoir gauche et réservoir droit. Alors, je vais mettre la batterie pour qu'on puisse voir. Celui de gauche décolle un petit peu plus tard. Donc actuellement, là, on a 10 gallons dans le réservoir gauche, 10 gallons US, 15 dans le droit, ce qui nous fait 25 gallons. À 10 gallons à l'heure, ça nous fait à peu près 2h30 de vol, jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Le calcul est facile. Chaque graduation fait 5 gallons. Je ne vais pas dire que c'est très juste, mais c'est relativement fiable. Donc 5 gallons, ça fait une demi-heure de vol à chaque fois. Ici, la pression d'essence. Donc quand j'actionne par exemple la pompe à essence, tout simplement, avant le démarrage, là, si j'actionne la pompe à essence, la pression va monter. Donc au moment où j'appuie sur ce bouton-là, j'observe que la pression monte. Suite de la description, sur la gauche, j'ai la pression d'huile, donc la première chose qu'on regarde quand le moteur a été mis en route. La température d'huile qui chauffe assez rapidement, au bout de 3-4 minutes, 2-3 minutes on l'a. Alors pour le décollage, il faut être au début du vert, hein, voilà. Il n'y a pas d'autres restrictions.
Ici le débit de l'alternateur, donc s'il charge, ben, on passe légèrement en positif, ou beaucoup s'il était très déchargé. Je vais parler maintenant des instruments moteurs. Alors, le plus important, celui qu'on utilise le plus, c'est la pression d'admission qui est ici. Actuellement le moteur est éteint, donc ce sont des inches de mercure, on est à 31 inches, ce qui doit correspondre peut-être à 1013, enfin je ne connais pas la conversion exacte, mais c'est 29,92 normalement. Mais là on lit la pression atmosphérique évidemment dans les tubulures d'admission. Comment gère-t-on la pression d'admission? Bien, avec la mètre de gaz. Dès qu'on avance un petit peu la mètre de gaz, ne serait-ce que de quelques millimètres, la pression d'admission va augmenter. Et si on recule la mètre de gaz, la pression d'admission diminue. Donc quand le moteur tourne au ralenti, on est aux alentours de 10 inches de mercure, 10 pouces de mercure. Quand le moteur est à fond, quand le papillon est ouvert complètement, eh bien, on est aux alentours de 28-29 inches de mercure. Très près de la pression atmosphérique finalement. Le nombre de tours ici n'est pas directement relié à la position de la mètre des gaz, car on a une hélice à pas variable, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Le réglage se faisant ici, je vais revenir un petit peu dessus. Donc si je sélectionne ici 2500 tours par minute et que j'amène suffisamment d'énergie au moteur en poussant ma mètre des gaz en avant, eh bien le régime va augmenter jusqu'à 2500 tours, puis va se stabiliser à cette valeur-là, quelle que soit la position de la mètre des gaz. Donc la pression d'émission, elle, variera si je bouge la mètre des gaz, mais pas le nombre de tours, car le réglage se fait automatiquement. J'ai deux autres instruments moteurs. Ici, la température cylindre, échelle du bas, donc a priori, qui est en degrés Celsius. Là actuellement, j'ai volé il y a 1 heure à peu près, donc on est encore à 50 degrés Celsius. Ici, on serait à 100, 150, 200. Le fonctionnement normal est entre 150 quand on est en descente et au ralenti, et 220 degrés en montée. Au-delà de 220, on se pose des questions, et au-delà de 240, on fait ce qu'il faut pour refroidir les cylindres. C'est-à-dire réduire la puissance, se mettre en palier, changer d'altitude éventuellement, voilà. Le deuxième instrument dont je voulais parler est situé beaucoup plus loin. Donc là on a la température cylindre, le nombre de tours, la pression d'admission, et ici tout en haut à gauche, la température des gaz d'échappement, qui est ici en degrés Fahrenheit. Donc par exemple là ce serait 1300 degrés Fahrenheit, 1500 degrés Fahrenheit. Un petit repère qu'on peut bouger manuellement là. Et cette EGT, cette température de gaz d'échappement qu'on règle classiquement avec la position de la mixture. Donc on est habituellement comme ça, plein riche. Et bien, on diminue la mixture jusqu'à la richesse jusqu'à obtenir ici un pic. Donc la température va augmenter. Dès qu'on a obtenu le pic, qu'on est au maximum, on prend le repère ici sur le maximum et puis on enrichit, donc on la pousse en avant de manière à faire baisser la température de 2 divisions, ce qui fait 50 degrés Fahrenheit. Le pilote automatique ici, alors le pilote automatique ici est déconnecté puisqu'il y a écrit off. S'il était connecté, on ne verrait pas le mot off. Alors comment fonctionne-t-il? Je suis en vol, j'appuie sur on, et bien l'avion va garder les ailes à plat, c'est tout. C'est un pilote qui n'agit que sur les ailerons et pas sur la profondeur, donc s'il était en descente, il restera en descente, peu importe, mais là il va garder les ailes à plat. Ensuite, si jamais je veux faire un virage à gauche, après avoir fait la sécurité, bien je pousse ce bouton à gauche, donc ça va me changer l'inclinaison de l'avion jusqu'à 17 degrés max, me semble-t-il. L'avion là se mettra en virage à gauche et n'arrêtera pas de faire des ronds à gauche, ou là il se mettra en virage à droite en faisant des tours à droite. Si on le remet au milieu, il remet les ailes à plat. Voilà. Ce dont on sert le plus souvent, c'est le heading. Donc ce qu'il faut faire, c'est régler le cap au cap que nous sommes en train de suivre. On règle la pinule ici, et si j'appuie sur le bouton heading, mais que se passe-t-il? L'avion qui avait ses ailes à plat gardera le cap actuel. Donc là, actuellement, il ne se passera rien. Si par contre, maintenant, avec le pilote sur on et le mode heading enfoncé, je tourne cette pinule, par exemple, en ayant fait la sécurité à gauche, je tourne cette pinule et je décide de prendre le cap 210. Donc je tourne à gauche cette manette au cap 210 et immédiatement, l'avion se mettra en virage à gauche et ira rejoindre le cap 210 jusqu'à ce qu'il y arrive et le suivra.
Donc on peut piloter l'avion comme ça. C'est assez simple. Pour ce faire, cependant, il faut donc que le pilote automatique soit engagé, que le bouton Heading soit engagé et qu'on soit en mode Heading ici. Alors, il peut suivre soit la pinule, c'est ce que j'ai sélectionné ici. Heading, ça veut dire qu'il va suivre la pinule qui est ici sur le conservateur de cap, sur le directionnel, pardon. Par contre, si je mets ce bouton-là sur Omni, je pourrais suivre le VOR 1, pardon, qui est ici. Si je le mets sur localizer normal, ben, il ira suivre un localizer qui a une sensibilité accrue. Et si je le mets sur locrev, il pourra aller suivre un localizer à l'envers. Bref. Le bouton nav ici n'est pas très efficace, j'ai pas trop compris à quoi il était relié. Si on veut suivre le VOR 1, donc je me mets sur Omni, Heading pour qu'il fasse la gestion du cap, et le pilote automatique sur On. Et ici on peut choisir la source, donc AP1. Donc ça ira choisir l'instrument de navigation qui est là, ou si je baisse ce bouton, il ira chercher le VOR numéro 2. Voilà, bon, c'est pas quelque chose dont on sert tous les jours. Alors le réglage normal, c'est Heading sur ce bouton là sur Heading, pardon, celui-ci déconnecté et celui-ci déconnecté. Bien vérifier qu'on est dans cette position au décollage, sinon l'avion pourrait se mettre en virage dès le décollage. Pour déconnecter le pilote automatique, alors très simple, hein, il n'y a pas de bouton sur le manche comme il y a dans certains avions, mais ben, on peut déjà le surpasser avec sa force sans être Hulk. Ensuite, on peut le déconnecter en poussant ce bouton, donc je le déconnecte comme ça. Ça fait deux manières. Troisième manière, ici, j'ai dans les fusibles un petit switch autopilote qu'il suffit de tirer. On l'a déconnecté et je l'ai reconnecté évidemment. Et la dernière manière, éventuellement couper la batterie, mais ça coupera d'autres systèmes dans l'avion, donc c'est pas forcément recommandé. Voilà pour le pilote automatique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai un autre moteur qui lui va gérer pas vraiment la position de la gouverne de profondeur, mais qui va m'aider pour le trim. Donc la manette principale de trim, la commande pardon, est ici. Donc, pour le décollage, on la pousse en avant, on la met sur neutre, avec le petit indicateur qui est des fois caché par le morceau de cuir là, du siège. Mais voilà, on le met sur neutre en poussant cette manette en avant ou en arrière, selon qu'on veut aller vers up, à cabrer ou à piquer. C'est assez pratique parce qu'elle est pas loin de la manette des gaz. Hein, c'est un geste qu'on fait facilement. Maintenant, il y a plus simple. Ici, un petit bouton. Quand on le pousse vers le haut, ça trime à descendre. Donc là, si je le faisais, voilà. Si je pousse ce bouton en avant, on va entendre un bruit. Voilà, et c'est cette manette qui tourne. C'est une télécommande qui permet de trimer l'avion. Voilà, en arrière et en avant. Donc si je pousse en avant, si j'ai un effort à faire en avant sur le manche, je pousse en avant et ça me diminuera de mon effort. Si j'ai un effort permanent à faire vers l'arrière, il suffit que je tire là-dessus et ça déroule le trim à cabrer pour m'aider à voler sans effort. Si on ne se souvient pas comment fonctionne ce bouton, il suffit de regarder ici, c'est marqué pitch down, donc l'assiette à piquer, et en arrière c'est pitch up, l'assiette à cabrer. Pour déconnecter ce trim, si jamais il y avait un déroulement intempestif, je ne sais pas, un court-circuit, quelque chose là-dedans, il suffirait de couper ici le fonctionnement du pitch trim, là c'est marqué, electric pitch trim push on off, donc là il est sur off, et là il est sur on. Malheureusement on n'arrive pas à cacher complètement le mot off, donc voilà. Si jamais ceci devait ne pas suffire, il y a aussi un interrupteur trim qui se situe ici dans la boîte à fusibles, à droite du pilote automatique, là, pilote automatique et pitch trim qui est là. Voilà, il suffit de le déconnecter et éventuellement voilà, couper la batterie. Le système d'aération du PA28. Alors là j'ai ouvert la porte, il n'y a qu'une porte d'un seul côté, mais on a 4 aérateurs au niveau des pieds. Donc ici l'aérateur est fermé. Si je pousse cette manette en arrière, on voit j'ai ouvert un petit clapet à l'intérieur. Ça c'est assez efficace. Voilà. On a un à droite, un au niveau du pied gauche et pour les passagers à l'arrière
il y en a aussi, sauf que là, au lieu d'aller d'avant en arrière avec le petit bouton, il faut aller de haut en bas. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Il y en a un de l'autre côté au même endroit. Il y a 4 autres aérateurs qui se situent au niveau du plafonnier. Au niveau du plafond. Voilà, en tournant juste la buse, ça ouvre ou ça ferme le clapet qui est à l'intérieur, comme dans l'Airbus hein, finalement. Donc il y en a un là, un autre ici, et 2 autres à l'arrière pour les passagers. Enfin, le chauffage. Donc pour actionner le chauffage, on a du chauffage aux places avant et aux places arrière. C'est écrit Heat, Lift to Actuate. Je me place un petit peu bas, pour comme ça on voit les petites dents ici. Donc pour mettre du chauffage, hein, ça ne sert à rien de pousser, ça ne marchera pas bien. Il faut pousser la manette vers le haut et ensuite la pousser à la position désirée, vers la droite ou vers la gauche. Donc Heat, et la manette du bas c'est Defrost. Alors revenons au chauffage. Si je pousse cette manette à droite, là je me retrouve avec de l'air chaud qui arrive aux 4 places de l'avion, a priori. Donc il y a, ça souffle ici sous les pieds des passagers. Et ici à l'avant. Si jamais je me rends compte que j'ai trop chaud à l'avant de l'avion, je vais montrer sur celle-là, il y a des petites ouïes hein, qui permettent de faire venir de l'air chaud. Donc là actuellement si je mets cette manette en arrière, je ne reçois pas d'air chaud, et si je la mets en avant, ça m'ouvre un petit clapet qui envoie de l'air très très chaud, qui fait un petit peu brûler les chaussures aussi, cette partie devient très chaude.